handicap, il est là, il est omniprésent, on ne peut pas le cacher. Mais que malgré ça, ça n'empêche pas qu'intellectuellement, je peux être capable de faire autant que les autres. Malgré leur petite taille, ils voient la vie en grand. Je veux construire un avenir, moi je voudrais être avocate. Avec le temps, ils ont réussi à dépasser les remarques blessantes. Jusqu'à 6 ans, pour moi, je ne m'en rendais pas trop compte. Mais c'est à l'école où on a commencé à se moquer de moi. J'étais vraiment seule, j'avais beaucoup d'insultes comme sale naine ou t'es petite, tu sers à rien, on veut pas jouer avec toi. Quand les copains ils commencent à avoir des copines, et puis que vous, les copines, elles vous disent oh, t'es gentil, t'es mon petit frère. Donc là, ça a été difficile de voir que les autres partaient avec des copines et puis que moi, j'étais tout seul, voilà, j'étais le petit frère. Et aujourd'hui, ils ont fait de leur petite taille leur moteur. J'ai passé un casting, je suis arrivé sur le fort, qui était pour moi superbe. J'ai compris que je pouvais faire les choses seule et je me suis dit il faut que j'arrête de demander aux autres. Et à 7 mois et demi, j'ai donné naissance à mon fils. Je suis comblée. J'ai réalisé mon rêve. Bonjour à tous, merci de nous être fidèles chaque jour et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les invités que je reçois aujourd'hui sont tous de petite taille. S'ils sont aujourd'hui parvenus à faire de leur handicap une force, les périodes de l'enfance et de l'adolescence ont été des étapes difficiles dans leur parcours. Ils ont dû redoubler d'efforts pour prouver qu'eux aussi pouvaient aller jusqu'au bout de leurs rêves, comme celui de fonder une famille par exemple. C'est ce qu'ils vont nous expliquer tout au long de cette émission. Et puis juste après, vous retrouverez Sylvie qui nous donnera de ses nouvelles dans l'Histoire continue. Mais d'abord, ouvrons notre première partie, la tête haute, et intéressons-nous au témoignage de Lucie. Bonjour. Lucie. Lucie, vous êtes une jeune femme de 20 ans. Est-ce que je peux vous demander votre taille? Alors je fais 1,15 m, donc c'est la taille d'environ un enfant de 5 ans. Quelles sont les causes de votre petite taille? Je suis atteinte de pseudo-achondroplasie, donc c'est une malformation des chromosomes, donc c'est une maladie génétique qui est transmissible à mes enfants. Et en fait, j'ai le tronc normal et les membres inférieurs très courts. Vous avez passé le début de votre vie dans un cocon entouré de vos parents et de votre frère aîné. À quel point votre famille était-elle présente pour vous? Alors mes parents m'ont beaucoup aidée quand j'étais petite. Je ne pouvais pas faire grand-chose à cause de mes petits bras. Par exemple, pour m'attacher les cheveux, des gestes du quotidien que je ne pouvais pas faire. Ouais. Donc mes parents m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup protégée et mon frère aussi, psychologiquement, m'a beaucoup épaulée. Alors beaucoup protégée, ça veut dire qu'ils ne vous élevaient pas comme une petite fille normale, entre guillemets? Ce qu'ils estimaient que je pouvais faire, ils me laissaient le faire seule. Par contre, il y a des choses que mon handicap m'empêchait de faire. Je ne pouvais pas marcher beaucoup, donc ils m'ont portée très tard, etc. Ils m'ont beaucoup aidée. Alors c'est en rentrant à l'école à l'âge de 4 ans que vous avez été confrontée finalement à la réalité du monde extérieur. Quel souvenir gardez-vous de cette première année scolaire? Je l'ai assez mal vécue. Déjà, en maternelle, les enfants faisaient déjà une tête de plus que moi. Donc c'était très difficile pour m'intégrer. Je pense que les enfants ont peur du handicap, avaient peur de moi en l'occurrence. Donc je jouais souvent seule et c'était assez difficile. J'étais très, très solitaire. Donc qu'est-ce que vous ressentiez? Beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance. Oui, je ressentais beaucoup le handicap. Est-ce que la maîtresse avait été briefée, j'imagine, par vos parents pour peut-être tenter de porter un autre discours? Oui, elle essayait d'expliquer aux autres élèves mon handicap, etc. Maintenant, je pense que les enfants très jeunes ne comprennent pas forcément. Donc, j'ai eu des moqueries un petit peu. C'était assez difficile. Et j'imagine que les choses n'ont fait qu'empirer plus les années ont passé. Oui. Puisque vous êtes resté à votre taille, alors que les autres continuaient de grandir. C'est ça. Donc en primaire, ça a été vraiment très difficile. Ça a été une période très dure pour moi. J'étais vraiment seule. J'avais beaucoup d'insultes comme sale naine ou t'es petite, tu sers à rien, on veut pas jouer avec toi. J'avais beaucoup de mal à supporter ça. Je me sentais très seule. Est-ce que vous en parliez avec vos parents? Oui.
J'en parlais avec mes parents, donc mes parents me disaient qu'il fallait que je fasse une force de cet handicap, que malgré le handicap, rien n'était impossible et que je pourrais faire de ma vie ce que je désire. Ma maman me disait souvent, mais si tout le monde te regarde, c'est parce que tu es jolie, donc... C'est vrai. Merci. Donc elle essayait de tourner ça à la dérision et de me remonter le moral beaucoup. Vous réagissiez de quelle manière, vous, à ces moqueries? Est-ce que vous arrivez de pleurer à l'école, par exemple? Alors, à l'école, jamais. Je n'ai jamais pleuré devant les autres. Je me suis toujours dit que j'avais une force de caractère. Je ne voulais pas leur montrer que ça me faisait mal. Donc, je pleurais jamais à l'école, jamais devant les autres. Par contre, chez moi, c'était très dur. Je pleurais beaucoup. Et vos parents, ils n'ont pas envisagé de vous mettre dans une autre école? Non, parce que mes parents m'ont toujours dit ça va être dur, mais il faut que tu y arrives. Il faut que tu fasses comme si tu étais comme les autres, il faut que tu t'intègres aux autres, parce que de toute façon, voilà, c'est un handicap que j'aurai toute ma vie. Vous pensez que c'est un service qu'ils vous ont rendu? Je pense, oui. Ils ont fait ma force de caractère aujourd'hui. Cette différence était encore compliquée à accepter pour la fillette que vous étiez, jusqu'à ce que vous ayez un déclic. Il y a un événement qui a contribué à vous faire changer de point de vue sur votre handicap. Lequel? Alors en CM2, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de copines, j'ai commencé à m'intégrer beaucoup plus et je suis partie avec ma classe en classe des neiges. Donc j'ai vraiment compris, donc là j'étais livrée à moi-même, il n'y avait plus maman et papa pour s'occuper de moi. Donc j'ai compris que je pouvais faire les choses avec des astuces, mais que je pouvais faire les choses seule, que je pouvais me débrouiller et je me suis dit il faut que j'arrête de demander aux autres parce que je peux le faire seule et il ne faut pas que ce soit une excuse pour que les autres m'épaulent toujours. Oui, mais peut-être, est-ce que vous avez osé demander à vos copines quand même de vous aider pour ce que vous ne pouviez pas faire seule? Non. Jamais? Jamais, non. Non, parce que je me suis dit, peut-être qu'elles ne vont pas comprendre. J'entrais dans une période où j'avais seulement des copines, j'arrivais seulement à m'intégrer. J'avais peur que justement qu'elles ne m'apprécient plus ou qu'elles me prennent encore pour un bébé, alors que... Donc non, j'ai jamais demandé. Et puis, il y a une étape qui a définitivement marqué un tournant dans ce processus d'acceptation. Oui. Alors, l'entrée au collège. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, au collège, déjà, j'avais un autre environnement. J'étais avec beaucoup plus de gens, c'était un endroit plus grand. Donc, je me suis démarquée. J'ai fait du théâtre pendant 2 ans. Donc, ça m'a donné confiance en moi beaucoup, ça m'a beaucoup aidée. Et non, vraiment, c'était bien. J'avais beaucoup d'amis. C'était vraiment très bien. Le collège. Alors, vous êtes devenue une adolescente avec les mêmes préoccupations que les jeunes filles de votre âge. Être coquette, par exemple, faisait partie de vos préoccupations. Pour quelles raisons prendre soin de votre apparence était-il si important à vos yeux? Alors, pour moi, je me suis dit, prendre soin de moi, c'est important, déjà parce que je suis une fille et que, comme toutes les filles, j'aime ça. Et en plus, je pense que le handicap peut faire fuir certaines personnes, peut leur faire peur. Donc, malgré ce qu'on dit, l'apparence, c'est la première chose qu'on montre de nous. Donc, si l'apparence ne donne pas forcément envie d'aller vers la personne, je pense que le handicap, je pense que ça peut faire un stéréotype de l'handicapé qui ne s'accepte pas. Donc, j'ai toujours voulu être très à la mode et très féminine. Vous avez toujours été très girly, comme on dit? Oui, beaucoup. Et même si j'avais des difficultés pour les vêtements, donc c'était soit trop grand, soit trop petit, mais j'achetais quand même. Comment vous faites alors pour vous habiller? Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais appel à une couturière qui me refaisait tous mes vêtements. Donc j'étais habillée comme mes copines, mais tout en sur-mesure, on va dire. Sauf pour les manteaux, parce que les manteaux, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Comme j'ai des petits bras, j'ai l'impression d'être un bonhomme Michelin, j'ai horreur de ça. Mais sinon, non, j'ai toujours tout fait en sorte. Ben, après, je chose du 31, donc j'essaie de trouver des chaussures à ma taille. Mais vous allez vous habiller dans des boutiques pour enfants, non? Non, pour adultes. Pour adultes. Les chaussures, vous pourriez? Bah, les chaussures, pas dans les magasins pour enfants, oui, ouais. Forcément, parce que du 31 adulte, ça commence au 35, donc il n'y a pas. Pour tout ce qui est jeans, etc., je fais refaire. Donc je prends chez les femmes et je fais refaire. Et après, je m'adapte. Les t-shirts, etc., je m'adapte aussi. Et côté cœur, est-ce que votre côté girly plaisait aux garçons? Alors, j'ai eu mon premier copain en 4e, donc j'avais 14 ans. C'était un garçon qui était très grand, il faisait 1m80. Donc, il y a beaucoup de différences. C'était une fierté pour vous d'avoir un garçon d'1m80? Oui, parce que je me suis dit, même si je suis petite, il s'est quand même retourné sur moi et ça veut dire que quand même je suis capable de plaire. Donc ça m'a beaucoup donné confiance en moi et
Oui, ça m'a plu. Ça a duré longtemps? Non, c'était une petite amourette, mais ça m'a permis de prendre confiance en moi après pour la suite. Et alors après, vous avez connu plusieurs idylles, mais c'est à l'âge de 18 ans que vous avez fait la rencontre de votre vie. De qui s'agissait-il? Alors, il s'agit de Bernard, donc mon compagnon. Je l'ai rencontré l'hiver 2012 sur un réseau social. Et il a marqué ma vie. Ouais. Il a marqué? Il a marqué ma vie, vraiment. Bon, vous nous direz tout à l'heure comment la correspondance que vous avez commencé avec lui sur Internet est devenue sérieuse, puis très sérieuse. Mais d'abord, on va saluer Frédéric Farigou, qui est parmi nous et qui va réagir au témoignage de la jolie Lucie. C'est vrai qu'elle est très jolie Lucie. Ouais. Merci. Déjà, je trouve qu'il est assez exemplaire du cheminement, de l'acceptation de sa différence, en fait, hein, parce que ça se fait pas comme ça, et c'est un parcours avec ses souffrances. Bon, c'est vrai que le fait d'être aimé et choyé, c'est très aidant pour affronter après le regard des autres, mais il y a vraiment besoin de sentir, et là c'est ce qui a fait le déclic, qu'elle était autonome, parce que le fait d'être autonome, ça donne confiance pour l'avenir dans sa capacité à vivre avec ses différences, et à partir du moment où je sais que je peux me prendre en charge, j'ai beaucoup plus confiance aussi dans ma capacité à faire face à ce qui me sera présenté à l'avenir. Et l'importance des amis aussi, parce que le fait de pouvoir relationner, d'être en lien avec d'autres, c'est être aimé, avec sa différence. Et ça donne confiance en soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de votre témoignage, et surtout aussi de prendre soin de soi, parce que mieux on prend soin de soi, mais ça c'est valable pour tout le monde. Ah oui. Quand on prend soin de soi, effectivement, on a une meilleure image de soi, et ce qu'on renvoie aux autres est bien plus agréable. Je ne vous ai pas posé la question, Bernard est un homme de petite taille? Oui, il est de petite taille comme moi. Oui. D'accord, très bien. Bonjour Lauriane. Bonjour. Comment réagissez-vous au témoignage de Lucie? Moi, je me suis retrouvée dans le témoignage de Lucie pendant la petite enfance. Jusqu'à 6 ans, une petite taille, pour moi, je ne m'en rendais pas trop compte. Mais c'est à l'école où on a commencé à se moquer de moi, de ma démarche. Parce qu'en plus de ma petite taille, j'ai une démarche particulière. Et c'est vrai que j'ai subi des moqueries des camarades. Et moi, par contre... vous avez eu du mal à les supporter? J'ai eu un clash dans ma tête et je me suis dit, je suis handicapée, je vais aller avec les handicapés. Ah oui. Ouais, j'ai décidé. Comment vous avez élevé vos parents? Vous vous retrouvez dans le témoignage de Lucie. Est-ce que vos parents avaient essayé de vous préparer à l'adaptation, à être entourés des autres, entre guillemets, normaux, de taille normale? Oui, mais bon, on n'est jamais vraiment préparé. Enfin, dans la tête d'un enfant, quand on prend des insultes, ça fait mal, quoi. Quand on est jeune, Donc, à l'âge de 9 ans, vous avez demandé à vos parents d'intégrer un centre pour enfants handicapés. Vous gardez quel souvenir de ces années? Alors, ça a été dur au début, parce que j'étais séparée de mes parents la semaine. J'étais en internat. Mais ça a quand même été très bénéfique, parce que j'ai gagné en autonomie. Je m'habillais toute seule, je pouvais enfin ne plus demander sans arrêt à tout le monde de faire les choses à ma place. Donc je pense que le centre, pour moi, ça a été quand même très bénéfique à la longue. Alors, vous avez passé 5 ans dans cette structure avant de vous sentir prête à réintégrer un établissement scolaire classique. Comment s'est passée votre intégration cette fois-ci? Après, je suis retournée chez mes parents. Donc, je suis retournée au collège classique. Et là, j'étais vraiment plus... J'étais prête. Le regard me pesait beaucoup moins. J'avais plus de répliques. Je pense que je m'acceptais enfin. J'acceptais mon handicap. Je dirais que le centre, il m'a fait accepter mon handicap. Et le fait de vous accepter, finalement, a permis un rapport plus facile aux autres? Oui, oui. On a plus de répliques. Comment? On a plus de répondants. Ouais. Mais vous continuiez à vous faire agresser à ce moment-là? Moi,
beaucoup moins. Alors, vous avez poursuivi vos études au lycée, puis à la faculté, et comme Lucie, vous vous êtes prise de passion pour le théâtre. Oui. Là encore, c'est une activité qui vous a permis de prendre confiance en vous? Oui, oui. Le théâtre, ce qui m'attire, c'est que ça permet de se transcender, le côté caméléon du théâtre permet de changer de peau et d'oublier un tant soit peu notre différence. C'est profond. Avec les garçons, comment ça se passait? Très bien. Je suis assez rentre dedans avec les garçons. Toujours moi qui fais le premier pas. Ah ouais. Première amourette, à quel âge? 18 ans. 18 ans. C'est vous qui avez fait le premier pas? Oui. Un garçon de taille normale, un garçon d'1m80 comme Lucie? Oui. Alors moi, j'étais attirée par les grands. Il fallait qu'ils soient grands. Ouais. Il était de grande taille aussi. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Après, j'ai eu d'autres petites amies. Jusqu'à ce que je trouve mon compagnon d'aujourd'hui. Comment? Mon compagnon d'aujourd'hui qui est grand. Qui est grand? Voilà. Comment vous expliquez cette attirance pour les grands? Ça peut être un idéal aussi masculin, comme d'autres aiment les bad boys. Elle, c'est plutôt les grands blonds. Qui aime les bad boys? Je ne sais pas. Frédéric. Je ne dis personne. Mais moi, je sais qu'en étant plutôt ronde, j'ai souvent choisi des hommes très minces. On est attiré aussi par un peu son contraire. C'est bien, maintenant vous allez pouvoir changer alors. Maintenant qu'elle a perdu 15 000 kilos. Bon, et Lauriane, c'est sur Internet que vous êtes finalement tombée par hasard, vous aussi, sur celui qui était pour vous une évidence. Vous y êtes prise de quelle manière pour le séduire? C'est encore vous qui avez fait le premier pas? Oui. En fait, c'était sur un réseau social et on avait une amie en commun. Et il avait mis plein de photos de lui. Et ça me faisait rire et j'ai commencé à commenter ses photos. Et là, en une semaine, le coup de foudre, quoi. C'était très rapide. Donc, voilà. Combien de centimètres vous séparent tous les deux? Lui, il fait 1m75, moi 1m30, 45 cm. Alors, il ne manquait plus grand-chose à votre bonheur, mais vous n'étiez pas encore totalement comblé. Quel était votre plus grand désir? Dès le départ, on a parlé de fonder une famille. Tous les deux? Oui. Et donc, très vite, l'idée d'avoir un enfant était très présente. Et voilà. Et il fallait que moi, de mon côté, je vois les médecins pour être sûre que je puisse tomber enceinte. Ils disaient quoi, les médecins? Il fallait que je sois prudente au niveau de ma pathologie cardiaque. Donc, je suis allée à Paris. J'ai été hospitalisée pendant une semaine. Pour qu'on vous fasse des examens. Et là, j'ai vu cardiologue, pneumologue, enfin tous les noms en hogue. Là, c'était le check-up complet, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et là, il fallait le feu vert du cardiologue. Il a donné... Et là, il m'a dit oui fatidique. Oui, c'est possible. C'est bon. Je peux être enceinte et sans me mettre en danger. Ni vous, ni votre bébé. Est-ce que votre bébé risquait d'être de petite taille? Alors, non, parce qu'en fait, depuis l'âge de 16 ans, j'ai le diagnostic de ma maladie, qui est une maladie orpheline. Et c'est une dysplasie chélo-physique, donc on est, je sais pas, une quinzaine dans le monde. Et c'est récessif, donc ça veut dire que je ne peux pas la transmettre. D'accord. Donc vous êtes finalement tombée enceinte, voilà, assez vite. Et vous nous direz tout à l'heure comment s'est déroulée cette grossesse que vous aviez tant désirée. Mais à présent, nous allons découvrir le témoignage d'Anthony. Bonjour Anthony.
Alors, votre visage va certainement paraître familier à nos téléspectateurs. Pour quelle raison a-t-on... Je suis passe-muraille de Fort-Boyard. Voilà. J'ai pas eu la chance de vous croiser sur le fort. Non, on n'a pas eu la chance de travailler ensemble parce que vous êtes arrivé j'ai après. commencé un peu plus tard. Voilà. Alors, on va remonter dans le temps pour découvrir comment vous êtes arrivé à endosser ce rôle. Vous étiez le dernier d'une famille de 4 enfants. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Moi, j'ai eu une très très bonne enfance, contrairement à mes 2 amis qui sont à côté, parce que j'ai été très très bien entouré. J'avais 3 sœurs, 3 sœurs de taille classique, on va dire, qui m'ont toujours entouré, qui m'ont chouchouté. Alors, pas par rapport à mon handicap, mais voilà, parce que j'étais le petit frère. Donc, un excès d'amour. Un excès d'amour, oui. Elles vous ont chouchouté. Est-ce que vous avez connu des difficultés d'intégration à l'école, comme nos 2 premières invitées? Est-ce que vous avez souffert de votre petite taille? Les premières années d'école, non, j'ai pas souffert parce que j'avais réussi à forger un groupe avec mes camarades de classe. Ouais. J'avais toujours les plus grands avec moi, comme ça j'étais bien entouré, j'étais bien protégé. Et dès qu'il y avait un problème, j'envoyais mes gardes du corps. Allez, hop. Ils ne se moquaient pas de vous? Ouais, il y avait quelques moqueries, mais ça me gênait, ça m'a pas vraiment gêné. Plus tard, oui. Plus tard, à l'adolescence, après, oui. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui était le plus compliqué à vivre? En fait, à l'adolescence, c'est quand les camarades, quand les copains, ils commencent à avoir des copines, et puis que vous, les copines, elles vous disent « Ah, t'es gentil, t'es mon petit frère ». Oui, non. Moi, j'aimerais bien t'avoir comme ma copine. Donc là, ça a été difficile de voir que les autres partaient avec des copines, et puis que moi, j'étais tout seul, voilà, j'étais le petit frère. Ça va, vous avez connu votre premier flirt à 13 ans. Oui, parce qu'après, j'ai endossé... C'est pas si tard que ça, quand même. Je me suis mis en mode beau gosse, et puis j'ai dit là, va falloir y aller, va falloir travailler. Alors, c'est quoi le mode beau gosse? Le mode beau gosse, c'est on va vers les filles, et puis voilà, on leur fait comprendre que le petit frère, il va disparaître, et puis maintenant, c'est le petit ami qui va... Alors, on joue avec les yeux, on joue avec le charme. C'est vrai qu'ils sont beaux. Merci. Bon, et donc, ça, les conquêtes se sont enchaînées? Voilà, oui, j'ai eu quelques conquêtes après. Voilà, et puis à ce moment-là, vous avez fait une rencontre déterminante dans votre parcours. Oui, j'ai rencontré Passepartout. D'accord, que l'on voit ici. 1994. Que je connais, alors, lui, Passepartout. Voilà, que lui, vous connaissez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit, Passepartout? Donc, en fait, on s'est rencontrés grâce à l'association des personnes de petite taille, à laquelle je suis adhérent. Et le président m'avait convié à une galette des rois et m'avait dit tu verras d'autres personnes qui sont de la même taille que toi. Et puis là, je rentre dans le restaurant et qui je vois tout au bout, je vois André, donc Passepartout. Et là, je dis à Patrick Petitjean, qui était le président, je lui dis mais dis-moi, ce serait pas Passepartout qui est là-bas? Et il me dit si, tu vas voir. Et là, il l'appelle, il dit Passepartout. Et là, il se retourne, Dédé se retourne et il dit tiens, toi, mon petit gars, viens t'asseoir à côté de moi, il faut que je te parle. Et puis voilà, le contact s'est fait comme ça s'est fait naturellement. Et puis voilà, ça fait 20 ans qu'on est devenus amis. Il vous a parlé de quoi? Et on a parlé de plein de choses. Et puis il m'a dit, à la fin, il m'a dit si un jour j'ai du boulot pour toi, je penserai à toi. Bon, et puis il a tenu parole. Il a tenu parole. Comment les choses se sont-elles passées? Donc les choses sont déroulées. Alors en 99, la production m'a appelé. Ils m'ont dit voilà, on recherche une personne de petite taille pour faire partie de l'équipe de Fort-Boyard. Et là, c'était pour tourner les pays étrangers. Ça ne parlait pas encore de la France. Donc j'ai passé un casting et en 2000, je suis arrivé sur le fort. Voilà, ça c'était en 2004 après, où je suis arrivé en tant que passe-muraille. Donc j'ai commencé par les émissions étrangères, j'ai fait 4 ans d'émissions étrangères. Et en 2004, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sur les émissions françaises, qui était pour moi super parce que c'est ce que je voulais acquérir. Et alors, c'est énorme d'être passe-muraille? C'est énorme. Maintenant, même au niveau des filles. Ouais. Ah bon? C'est vrai, au niveau des filles, c'est un... Ah ben, c'est plus la même chose. Ah bon? Ah ben non, maintenant... Elles tombent? Ben, plus. Ça aide d'une image. Mais faut pas se faire avoir. Ça, c'est pénible, parce que pour les garçons, c'est quand même plus facile Oui, quand on fait de la télé. Ça marche mieux pour les filles. Bon, donc, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bon, donc vous étiez épanoui au niveau professionnel et ça se passait de mieux en mieux sur le plan personnel. Oui. Très bien. Oui, parce qu'après, sur le plan personnel, en fait, quand je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré
J'ai rencontré une fille avec qui j'ai eu un enfant. Je suis resté 10 ans avec cette fille. On s'est séparés après. De taille classique? D'une taille classique. J'ai toujours voulu des filles de taille classique. Très bien. Bah, vous nous direz tout à l'heure à quel point ce rôle dans l'émission Fort Boyard a changé votre vie. Puis nous découvrirons également le témoignage d'Alain et Ghislaine. Mais ce sera juste après ces messages de la rédaction. A tout de suite. Il y a 4 ans, Sylvie ne parvenait pas à construire sa vie. Ça devient de pire en pire. Elle vivait dans le souvenir de ses parents décédés. Je les recherche en permanence. 4 ans plus tard, c'est une nouvelle femme que nous retrouverons dans l'histoire continue. Je me sens maintenant comme une guerrière, avec une armure indestructible. Je suis devenue vraiment une adulte, à 100%. Elle nous parlera de son déclic et de son changement de vie dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Du jour au lendemain, votre vie est devenue un conte de fées. Issu d'un milieu modeste, vous avez épousé une personne d'un milieu aisé ou réussi professionnellement. Vous n'auriez jamais imaginé avoir un tel train de vie. Vous avez gagné une grosse somme d'argent qui a transformé votre quotidien. Alors que vous deviez vous prostituer pour subvenir à vos besoins, une belle rencontre vous a permis de sortir de la prostitution et de changer de vie. Vous enchaîniez les coups durs et ne croyez plus en l'amour jusqu'au jour où vous avez rencontré votre prince charmant. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bonne année! Joyeux Noël, bonne année! Joyeux Noël, à tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et bonne année! Joyeux Noël! Et bonne année! Joyeux Noël! C'est la suite de notre émission. Les invités que je reçois aujourd'hui ont toujours voulu prouver aux autres que malgré leur petite taille, ils pouvaient eux aussi mener une vie comme tout le monde. Et ils ont réussi leur pari car ils sont aujourd'hui devenus des adultes accomplis, amoureux et pour la plupart parents. C'est ce qu'ils vont nous raconter dans la seconde partie de notre émission, Voir la vie en grand. On va découvrir à présent l'histoire d'Alain et Ghislaine. Bonjour à tous les deux. De quelle maladie souffrez-vous exactement tous les deux? Donc nous sommes atteints de 2 nanismes différents. Moi je suis, comme Anthony, atteinte de l'achondroplasie. Et donc, Voilà, et moi je suis atteinte du syndrome Silver-Russell, qui est une maladie génétique également, qui donne un nanisme proportionné. Voilà. Alors, vos chemins se sont croisés pour la première fois il y a 22 ans. Dans quelles circonstances? Tout à fait. il y a eu une association APPT qui regroupe des personnes à petite taille. Les actions de cette association sont plutôt à caractère social. Et c'est à ce moment-là que nous avons flashé l'un sur l'autre. Voilà. Un an après le début de votre histoire, vous avez ressenti le désir d'agrandir votre famille et vous êtes tombée enceinte en 1993. Comment s'est déroulée votre grossesse? J'ai dû avorter thérapeutiquement puisque l'enfant n'était pas viable, la médecine nous disant que nos 2 nanismes n'étaient pas compatibles. Oui. Voilà. Donc, on vous avait prévenu de ces risques avant de porter ce Oui, bébé? comme Lauriane, j'ai subi la batterie d'examens au préalable, mais la science ne connaît pas tout. Et donc, du coup, voilà, nos 2 nanismes, puisque nous avons essayé, et l'enfant n'était donc pas viable, et nous n'avons pas pu aboutir à cette grossesse. Alors, malgré cette épreuve douloureuse, votre volonté de devenir parent était toujours aussi présente et vous vous êtes alors tourné vers un autre moyen pour réaliser ce rêve. Quelle démarche avez-vous entreprise? Nous avons décidé tous les 2 d'adopter des enfants. Voilà. Adopter un enfant de taille classique?
Donc, initialement, le dossier portait sur un enfant de taille classique, de race blanche. Et donc, au gré des démarches, nous sommes aperçus qu'il y avait une certaine difficulté par rapport à la vision qu'avaient les structures sociales et l'environnement qui gèrent donc l'organisation des adoptions. Et au final, nous sommes retournés vers des enfants de petite taille et nous en sommes très heureux aujourd'hui. Voilà. Donc le 20 décembre 1998, quelques jours avant Noël, vous avez pu accueillir votre fils adoptif. Il avait 4 mois. Qu'est-ce que vous avez ressenti en le tenant dans vos bras? Ce que toute maman peut ressentir quand elle a un enfant. Bien sûr. Donc voilà, c'était une immense joie. Et, un joli cadeau de Noël. Tout à fait, et d'anniversaire. Alors, 10 ans plus tard, c'est une petite fille, elle aussi de petite taille, qui a rejoint votre famille. Quelle éducation transmettez-vous à vos enfants? La joie de vivre, l'enthousiasme, croire en soi et le volontariat, quoi. Et puis surtout que le regard des autres ne soit pas une barrière à l'ouverture sur le monde et à souhaiter et au désir fort de faire ce que l'on veut. Alors, votre fils et votre fille ont aujourd'hui 15 et 7 ans. Est-ce qu'ils souffrent justement du regard des autres? Je ne pense pas, sachant que nous ne sommes pas dans leur esprit encore, mais parce que nous sommes assez forts, nous vivons entourés d'amis, de personnes de petite taille, nous avons un vécu assez riche. Au sein de notre commune, nous sommes très impliqués. Au sein de la communauté aussi, de notre communauté professionnelle, et donc nous sommes assez investis. Mais pas qu'auprès de gens de petite taille. Pas qu'auprès de gens de petite taille, c'est ce qui fait la force. Et donc, les enfants ont des exemples, il me semble, assez positifs pour dire, écoutez, nos parents, voient leurs parents tout à fait bien et porteurs de pas mal d'espoir et de belles choses. Donc, je pense qu'ils sont portés vers le haut. Et de toute manière, nous vivons dans un monde grand. Donc, ils sont à l'école, ils suivent un cursus normal. Donc, après... Les questions que vous avez posées par rapport aux moqueries, c'est vrai que comme tout enfant, peut-être qu'ils ne nous disent pas tout non plus. De toute façon, les moqueries, il y en a de toute façon. C'est vrai que les enfants sont durs entre eux. Non, parce que j'ai un vécu qui rejoint celui d'Anthony. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je n'ai pas ressenti de moqueries durant mon enfance. C'est vrai? Alors, vous êtes aujourd'hui très impliqué dans la cause du handicap, car vous avez créé il y a 20 ans l'association Nanosport. Quel est l'objectif de cette structure? C'est une association sportive pour les personnes de petite taille. L'objectif premier est, au travers du sport, de faire que les personnes de petite taille se sentent mieux intégrées, de travailler ensuite avec l'éducation nationale pour aborder l'accueil des personnes de petite taille dans les structures scolaires, et notamment au niveau des activités physiques et sportives, et ensuite de travailler avec la Fédération française handisport à l'intégration du nanisme comme sportif des personnes de petite taille à part entière parmi les autres handis. Voilà. Puis on travaille aussi beaucoup avec la jeunesse, puisque c'est là... Alors, qu'est-ce que vous faisiez alors sur le Téléthon du Grand Palais il y a quelques années? Qu'est-ce que je faisais? On s'est croisés dans les coulisses. J'ai partagé avec des gens qui vous sont très chers une partie de foot avec mon fils Alexis. D'accord. Voilà. Et donc, j'étais... Parce que c'était Yannick Noah qui était le parrain à l'époque. C'était Yannick Noah qui était le parrain à l'époque. Et vous êtes investi dans votre association? Pas du tout. On l'avait croisé. Et, nous y étions en tant que spectateurs atteints de maladies génétiques. Voilà. Donc vous l'avez croisé comme ça? Parce qu'alors lui, pour le coup, il est grand. Ça ne nous dérange pas. Le principal, c'est d'avoir des muscles dorsaux assez costauds. Bon, voilà, on a l'habitude. Mais moi aussi, moi aussi, je le regarde comme ça. Mais bon, et puis je pense qu'il sait aussi se mettre à notre niveau. De façon assis, on se regarde les yeux dans les yeux. Exact. Voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents qui nous regardent et qui souhaitent faire accepter leur enfant de petite taille? On n'est pas donneur de leçons, mais simplement, nous, par rapport au vécu que nous avons, c'est simplement de croire à ces enfants, de croire à eux, de croire à nous. De leur donner de l'amour. Voilà, de leur donner de l'amour. Penser que nous avons peut-être la bonne parole, puisque nous y sommes arrivés. Et important de leur dire, comme le disaient les parents de Lucie, que ce sont des enfants comme les autres et qu'ils doivent s'intégrer dans un monde... non? Oui. C'est pas la minorité qui va changer la majorité. Donc c'est la minorité à grimper au niveau de la majorité. C'est ce qui se passe pour nous. Il faut simplement avoir la foi, croire et puis y aller, quoi. Puis de toute façon, si on n'y va pas, si on ne suit pas
le mouvement on sera laissé de côté et on le payera encore plus cher en termes de morale, de bien-être. Donc il faut faire avec. Et pour faire avec, il faut de suite s'accrocher. Et je pense que l'accompagnement est très important. Donc que ce soit les parents, que ce soit le corps médical qui peut nous accompagner également. Donc là, vraiment, voilà. Parce que c'est sûr qu'on a tous quand même un passé hospitalier, entre guillemets. Alors Lucie, après avoir connu un début d'adolescence difficile en raison des moqueries, vous nous le disiez tout à l'heure, liées à votre petite taille, vous avez fini par accepter cette différence. Et à l'âge de 18 ans, donc, vous avez fait la connaissance de Bernard sur Internet. Au bout de combien de temps votre relation virtuelle s'est-elle finalement concrétisée? Alors, au bout de 4 mois, on s'est rencontrés. Donc, on a décidé d'officialiser la relation. C'était un peu difficile parce que moi, j'étais à Paris, lui à Lyon. Donc, c'était un peu compliqué, mais on a toujours su qu'on était vraiment soudés. Je pense qu'on savait depuis le départ que de toute façon, c'était pour la vie. Ah ouais, depuis le départ. Ouais, je pense, ouais. Alors, vous avez vécu donc une histoire d'amour à distance jusqu'à ce que votre compagnon vous fasse une proposition. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Alors, pour nos 1 an, il m'a demandé en fiançailles et il m'a demandé de partir vivre avec lui à Lyon. Donc, j'ai accepté. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai une relation fusionnelle avec mes parents et mon frère. Donc c'était très dur pour moi de partir et de me dire que je les verrais moins, etc. Maintenant, comme m'ont toujours dit mes parents, c'est à moi de faire ma vie. Que je sois à 500 km ou pas, de toute façon, notre amour est pareil. Je les vois pendant les vacances. Et justement, ça prouve encore plus que je peux être autonome et je pense qu'ils sont fiers de moi pour ça. Alors, malgré votre handicap, vous êtes aujourd'hui une jeune femme épanouie en amour, mais aussi dans vos études. Et votre quotidien ressemble à celui de la plupart des jeunes de votre âge, à quelques différences près. C'est ce que nous allons découvrir en images. Atteindre mes rêves, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Lyon, dans le quartier des facultés. Lucie, 20 ans, est une étudiante pas tout à fait comme les autres. Mais sa petite taille, elle a appris à en faire une force. Et ses études universitaires lui permettent de prouver qu'elle est capable de dépasser ses limites. Le handicap, il est là, il est omniprésent, on ne peut pas le cacher. Mais que malgré ça, ça n'empêche pas qu'intellectuellement, je peux être capable de faire autant que les autres. Lucie est en première année de droit. Du haut de son 1,15 m, elle voit grand. Je veux construire un avenir, moi je voudrais être avocate. Plaider devant tout le monde malgré ma petite taille, c'est pas un problème pour moi. Je suis à l'aise quand il y a du monde, en public, j'ai pas de problème. Les regards sur moi, je pense que je les vois plus, j'ai passé ce stade. Au contraire, je pense que ça peut être une force pour moi, pour mon futur métier d'avocate. Pour la robe d'avocate, on va dire que je la ferai couper et on se débrouillera comme ça. Et les autres étudiants, qu'en pensent-ils ? Je pense que Lucie, elle a beaucoup de courage parce que c'est pas forcément évident de se confronter au regard des autres. Personnellement, moi, je pense que j'aurais pas eu le courage de m'inscrire dans une université pour poursuivre des études. Si Lucie veut devenir avocate, je pense que c'est vraiment une chose très courageuse. Et on a besoin de personnes qui ont des profils différents, je dirais même atypiques. Et ça peut vraiment être une force, un atout, et elle se distinguera mieux du reste des avocats. Côté vie privée, la jeune femme a choisi un homme de petite taille, comme elle. Coucou. Ça va? Ouais, toi? Tu as passé l'école? Ouais, ça a été. Ouais. T'as fait, je prends ton sac. Allez. Bernard a 35 ans. Il partage la vie de Lucie depuis 1 an et demi. Fais cuire des pâtes maintenant? Ouais. Allez. Tu remplis la casserole d'eau? Ouais. Malgré leur handicap, le couple est autonome. Ils ont aménagé leur appartement à leur taille, à commencer par la cuisine. Donc rangement en hauteur, déjà, on évite. Donc on a mis beaucoup de meubles bas. Ensuite, par exemple, on a mis l'estrade pour pouvoir accéder à la cuisinière pour ma part et au plan de travail. Et l'estrade, je me sers également pour accéder au congélateur quand j'en ai besoin.
Alors aussi, par exemple, dans la salle de bain, on a fait plusieurs aménagements. Donc on a fait la petite estrade là pour que moi... parce qu'en fait, sinon, je me vois dans la glace, mais je peux pas accéder au lavabo. Donc avec l'estrade, du coup, je peux. Et ici, donc, il y avait une baignoire qu'on a fait casser pour installer une douche, parce que la baignoire, monter, descendre, par rapport aux articulations, c'est très difficile. Donc on a fait installer une douche pour que ce soit plus pratique. Coucou. Salut. Bonjour, ça va? Ouais, toi? Ah bah oui, ça va, et toi? Jocelyne est la marraine de Bernard. Elle se souvient d'un enfant qui a dû apprendre à se débrouiller seul dès son plus jeune âge. Oui, ben, c'est vrai qu'il me donne une leçon de vie parce que je vois qu'il se plaigne jamais. Et puis quand on voit Bernard tout petit, quand il demandait « je peux pas attraper ça ?» et son papa lui disait « tu te débrouilles, débrouille-toi, va chercher une chaise, débrouille-toi ». Et ben, même petit, il fallait qu'il se débrouille, qu'il y aille et qu'il prenne ses affaires et tout. Ils lui ont jamais fait de cadeau non plus. Hein. Et je pense que Lucie, j'ai pas vécu avec elle, mais c'est pareil. Malheureusement, c'est comme ça. On est plus petit que tous les autres, mais il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on vive notre vie, il faut qu'on... Voilà, et c'est tout. Et puis au final, on s'aperçoit toujours qu'il y a des gens qui sont plus malheureux que nous, et dans le fond, la vie n'est pas si mal. Au-delà de sa réussite professionnelle, Lucie a des projets de maternité. Le jeune couple aimerait avoir un enfant, même s'ils craignent de transmettre leur handicap. Tout au fond, là-bas, derrière la roue des amoureux qu'on a fait. Ouais. Ça m'a fait peur pendant longtemps parce que on est passés tous les deux par des épreuves difficiles et c'est dur de se dire que peut-être on va transmettre ça, peut-être que notre enfant va devoir vivre l'hôpital, les moqueries, les opérations, c'est pas facile. Maintenant, je pense qu'on s'en est bien sortis et c'est la preuve que l'amour des parents peut tout surmonter et on donnera l'amour. Il n'y a pas de raison. Puis j'ai envie de dire à ce moment-là, pourquoi, si on l'a fait, pourquoi pas lui? Ben, vous avez raison de vous applaudir tous les deux. Hein. Bernard nous a rejoints et Lucie pleure. Oui. Pourquoi ces larmes? Je suis émue de voir ça, de voir que j'ai eu la force de réussir malgré des opérations lourdes, malgré une enfance pas facile. Qu'est-ce que vous avez eu comme opération? Alors j'ai été opérée 2 fois des jambes et une opération très très lourde du dos il n'y a pas très longtemps. Il y a 3 ans. Une arthrodèse? Une arthrodèse, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'on vous a mis une barre dans la colonne pour la tenir? J'avais une scoliose. C'est très douloureux, ça. Oui, ça m'a fait très mal. Alors vous, contrairement à Lucille, vous aviez un idéal féminin avant de la rencontrer? Oui, tout à fait. C'était quoi vos critères? Disons qu'en fait, j'ai toujours été élevé dans un monde de grands. Oui. Donc pour moi, je ne voyais que par des grandes. Donc, quel genre de grandes? Des blondes, des brunes, peu importe, mais pour moi, c'était des grandes. Après, c'est vrai que j'ai... Et c'est quoi grande? À partir de combien? 1m60, 1m60. Ah, ça me fait plaisir, 1m60, c'est grand. Pour une fois que j'entends ça. Alors oui, mais par rapport à nous, de toute façon, tout est grand. Hein. Ouais, bien sûr. En dessous, ça ne vous intéressait pas? Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en rencontrant Lucie? En fait, j'ai rencontré Lucie sur un réseau social. Et donc, quand j'ai vu sa photo de profil, j'ai flashé. J'ai flashé sur le bel ange aux yeux bleus que je voyais. Et sincèrement, j'ai commencé à, en fait, de jour en jour, malgré, certaines fois, j'allais sur Internet, et puis je regardais les photos de profil, de plus en plus. Je les faisais défiler, puis je me dis, au bout d'un moment, il y avait un petit attachement. Et puis là, je me suis dit que, pourquoi pas à ce moment-là, parce que je voyais qu'elle n'était pas grande, je voyais qu'elle était de petite taille. C'est sûr. Et je me suis dit que, et pourquoi pas après tout. Donc c'était le plus joli sourire. Merci. C'est vrai, c'était le plus joli sourire. Elle était très jolie. Merci. Oh, il la regarde amoureusement, elle est trop mignon. Alors, on le voit.
On le voit dans le reportage, vous avez tous les deux le projet de fonder une famille dès que Lucie aura terminé ses études. Alors comment vous allez procéder? Vous allez devoir passer plein d'examens Je pense. Vous avez toujours eu ce désir d'enfant? Non, pas du tout. Plus jeune, c'était un non catégorique. Que ce soit avec un grand, avec un petit, c'était non. Pourquoi? Vous n'avez pas eu envie qu'un enfant endure ce que vous avez enduré? Oui, c'est ça. Je me suis dit, j'ai tellement souffert, même si aujourd'hui j'ai une revanche sur la vie, et même si aujourd'hui je suis forte, j'ai tellement souffert, j'ai tellement... je me mets à la place de mes parents, de me voir à l'hôpital, de voir qu'en rentrant de l'école, je pleurais. Je pense que c'est pas simple. Et je me suis dit, moi je l'ai vécu, maintenant je ne veux pas le faire vivre à quelqu'un d'autre. Et puis aujourd'hui, vous avez changé d'avis? Oui, parce que je pense que Bernard m'a fait gagner en maturité. Je pense que le fait de vivre en appartement avec lui, de partir loin de ma famille, ça m'a... Je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Ça serait le fruit de notre amour. Et puis, on est tellement amoureux, pourquoi pas? Ils sont trop mignons tous les deux. Ils sont charmants. Trop charmants. Mais c'est vrai que c'est un cheminement et puis c'est normal d'avoir peur aussi de transmettre sa maladie parce qu'on ne met pas un enfant au monde pour le faire souffrir, mais le fait de voir que vous avez été capable d'affronter, de vous adapter, d'avoir de ce courage-là, vous êtes capable de le transmettre aussi à un enfant. Et aussi, moi je vois souvent chez certaines personnes qui ont une différence marquée ou qui ont un handicap, c'est que les gens ont du mal à comprendre qu'il puisse y avoir un désir de parentalité, mais c'est juste normal, quoi. Vous êtes des hommes et des femmes et c'est juste normal d'avoir à un moment donné un désir d'enfant. Et c'est ça qui prime, c'est ce désir d'enfant, d'être père ou d'être mère à un moment donné de sa vie, parce qu'on a cheminé, parce qu'on a rencontré la bonne personne et voilà. Disons que ce qui nous faisait beaucoup de soucis, entre guillemets, c'était est-ce qu'il va s'en sortir, si on avait un enfant, est-ce qu'il va s'en sortir aussi bien que nous? Et je me dis que nos parents nous ont inculqué tellement de courage, ils nous ont toujours dit de nous débrouiller par nous-mêmes et quelque part ça nous a fait une force de caractère et du coup c'est ça qu'on inculquera à notre enfant. Vous allez transmettre. Voilà, tout à fait. Si on y est arrivé, pourquoi pas notre enfant? Voilà. Pour quelle raison avez-vous souhaité apporter votre témoignage aujourd'hui? Parce que pour moi déjà c'est une revanche sur la vie. C'est un parcours, maintenant je suis heureuse, je suis épanouie. Je me dis que le handicap, c'est pas un frein. Je fais des études, j'ai mon permis, j'ai mon appartement, enfin on a notre appartement. Je pense que, j'espère pouvoir aider aussi des gens qui sont en situation de handicap et qui sont encore au stade où ils n'arrivent pas à s'accepter. Je me dis peut-être qu'en voyant le reportage, ils vont peut-être se dire il faut, même si on trouve plein d'astuces et même si la vie est dure et elle le sera toujours, il faut être fort. En tout cas, Lucie, avoir un regard sur vous comme celui de Bernard, eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas donné à tout le monde, parce que c'est un regard amoureux, celui-là. Disons qu'en fait, comme je voyais que par les grandes, vous savez, il y a toujours une demi-mesure parce que les filles étaient plus grandes que moi, on perdait l'instinct protecteur. Tandis que maintenant que j'ai Lucie, vous avez envie de vous la protéger. Donc voilà, je la protège, elle est à moi. Et voilà. Moi, je voudrais être Lucie. Vous êtes vraiment à votre place d'homme. Bon. Je remercie aussi mes parents et mon grand frère. C'est très très important pour vous. Lauriane, vous mesurez 1m30, mais votre handicap ne vous a pas empêché d'aller jusqu'au bout de votre désir de maternité. Vous êtes tombée enceinte en février 2013. Comment s'est déroulée votre grossesse? Jusqu'à 6 mois, très bien. Moi, petits soucis de femme enceinte, normal, quoi. Des fringales. Et à partir de 6 mois, j'ai fait beaucoup de liquide amniotique. Donc j'avais un gros ventre, ça devenait pénible. Donc j'ai été hospitalisée à partir de 7 mois. Et donc j'étais dans le service de grossesse à haut risque. Et là, j'ai bien tenu jusqu'à 7 mois et demi. Et à 7 mois et demi, j'ai donné naissance à mon fils. Les médecins ont décidé de déclencher votre accouchement à 7 mois et demi. Donc Marius, votre petit garçon, est né le 19 septembre dernier, tout petit. Quel souvenir gardez-vous du moment où vous avez pu tenir votre bébé dans les bras? Parce que j'imagine qu'il a passé beaucoup de temps en couveuse. Oui.
Bah, ça a été dur au départ, mais on s'y attendait. On savait qu'il serait prématuré par rapport à ma maladie. Je ne pouvais pas aller plus loin. C'était physiquement impossible pour moi. Donc je suis allée jusqu'à 34 semaines, c'était déjà énorme. Et donc j'étais préparée à la néonatologie. Et ça a été une période éprouvante. Oui, mais ça a été éprouvant quand même. Ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, il est sorti, il est avec nous. Il va très bien. Ouais. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre rôle de mère? Bah, je suis comblée. J'ai réalisé mon rêve. Ouais. Quelles astuces avez-vous mis au point pour faciliter le quotidien? Bah, en fait, j'ai dû aménager beaucoup de choses parce que bon, quand on fait 1m30, rien n'est à notre taille. Donc la table allongée, elle était trop grande, il fallait la scier les pieds. Donc mon compagnon et mon père, ils se sont mis à scier les pieds de la table allongée, faire des portes pour le lit bébé, parce que j'arrivais pas à prendre mon bébé dans son lit. Donc on a fait des portes spéciales pour que je puisse le prendre. Il faut adapter sa maison et voilà. Problème d'accessibilité quoi, à tout. Hein. Voilà, alors pour l'instant j'arrive à le porter. Mais après, quand il fera 5 kilos, voire plus, il va falloir trouver d'autres astuces. Je pense que je vais prendre un porte-bébé 24 heures sur 24. Alors, vous parlez avec émotion de votre rôle de maman, émotion et fierté d'être une maman malgré votre handicap. Comment vous décririez la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Je dirais que je suis accomplie. C'est un aboutissement pour moi. Enfin, je pense que j'ai réussi ma vie. Voilà ce petit bébé. Petit garçon, on l'emmène sur un plateau de télé. Oh, d'ailleurs, Lucie est en larmes. Oh. Et donc, il va bien? Il va très bien. Tout est normal? Les courbes sont normales? Les courbes sont normales. Voilà. Il mange bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Attention à votre micro. Hop. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lucie? Eh bien, j'ai envie de lui dire qu'il ne faut surtout pas qu'il se laisse arrêter par des préjugés. Et je veux dire que tant que tu as confiance en toi et confiance en ton homme, c'est ton rêve. Ces larmes là, ils sont tous en train de pleurer. Ces larmes. C'est émouvant. C'est émouvant de voir qu'elle est maman, qu'elle a tout réussi. En plus, c'est quelqu'un que je connais et ça me fait vraiment plaisir pour elle. Je suis vraiment super contente et voilà. Je suis très émotive. Donc, c'est quoi le message en fait? Vous dites quoi? Que quand on veut, on peut y arriver, quand on veut, on peut. Si c'est son rêve, fonce quoi. Un commentaire de Frédéric? C'est touchant parce que c'est un parcours, c'est un aboutissement, c'est une réalisation. Et par rapport à votre enfant, je sais que vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à l'avenir. Je crois que ce sera important de lui expliquer votre cheminement. La maladie dont vous souffrez, parce qu'à un moment donné, lui se posera des questions, on lui posera des questions. Donc, le fait qu'il soit capable de répondre à ces questions, puis aux questions qu'il se pose lui-même, pourquoi moi je suis de taille normale alors que... Et oui, donc c'est une question importante. Est-ce que moi j'ai le droit d'être de taille normale alors que ma mère est de petite taille? Donc toutes ces questions-là, ce serait important d'en parler avec lui pour que voilà, il ait les outils pour répondre peut-être à des jugements ou à des choses disqualifiantes. Mais en tous les cas, votre parcours, le fait que vous assumiez, que vous soyez fiers de vous, c'est ça qui va aider votre enfant. Oui. Il va avoir les yeux bleus, hein? Oui, il a des beaux yeux bleus. Ah ouais, des yeux super clairs. Ton père. Petit bébé. Bonjour. Tu fais un petit sourire? Tu fais un petit sourire. Impressionné là. Petit bébé, un petit sourire.
sur la langue. Alors, Anthony, depuis bientôt 10 ans, vous incarnez le rôle de Passe-Muraille dans l'émission Fort Boyard. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est génial auprès des filles. Qu'est-ce qui se passe alors Vous déclenchez des émeutes? C'est ce que je disais, là, c'était plus... là, le rôle du petit frère, il avait complètement disparu parce que le fait de passer à la télé, ça donne une autre image, en fin de compte. Il n'y a plus l'image de la personne de petite taille, il y a l'image de la célébrité qui prend le dessus. Donc là, plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour passer en mode séducteur. Voilà. Après, là, il faut mettre les freins. Ah bon, c'est à ce point-là? C'est pas à ce point-là, mais voilà, moi, je voulais faire la comparaison des filles qui venaient vers moi par rapport à ma célébrité ou vers moi par rapport à, voilà, Et alors, à ce comment que je vous avez suis. réussi à faire le tri entre les deux? Eh ben, ça, c'est un travail à faire sur la personne qui est en face de vous. Et à Comment force, vous faites? Comment je fais? C'est le fait de vous poser des questions, voilà, vous interrogez sur quel point elle est intéressée par vous, quoi. Alors en 2009, l'une de vos admiratrices s'est démarquée des autres. Comment vous avez compris que celle-ci était spéciale? En fait, en 2009, j'étais en animation dans un centre commercial. On faisait des dédicaces avec mes amis du Fort. Oui, parce que c'est ça l'avantage quand même d'être dans une émission qui a autant de succès, c'est que ça débouche sur plein d'autres petits boulots à côté. Voilà, ça nous ouvre les portes à plein de petits boulots à côté. Et lors de cette animation-là, donc j'ai toujours des femmes qui m'amènent leur numéro de téléphone. Ou, voilà, donc après, il faut faire le tri. Hein, c'est un boulot très difficile. Et puis là, il y a une personne qui rentre, une fille. J'en vois plein, mais là, il y a une fille qui rentre. Et voilà, le regard, on s'est regardés tous les deux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est un coup de foudre. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et là, c'est moi qui lui ai donné mon adresse. En lui disant, t'as quel âge? Elle me dit 18 ans. Parfait. Tiens, voilà mon adresse et recontacte-moi dès que tu peux. Et elle l'a fait? Et elle l'a fait le soir même. Et alors? Et moi, j'ai mis 3 jours à lui répondre. Ah bon? Pourquoi? Faut se laisser désirer. Ah bon? C'était de la stratégie. Voilà, c'est de la stratégie. C'était pour voir si vraiment elle était accro. Bon, au bout de 3 jours, j'ai vu que ça répondait pas. Donc là, je dis quand même, mince, je vais passer dessus. Donc, faut que j'y réponde quand même. Et donc, vous lui avez répondu. On s'est C'était voilà. il y a 4 ans. Et malgré les 36 cm qui vous séparent, vous ne vous êtes plus quittés. Il est temps de l'accueillir. Elle s'appelle Gaëlle. Gaëlle, oui. Coup de foudre alors quand vous avez croisé ses yeux, c'est vrai? Ah oui, un grand coup de foudre. Ah bon? Oui. Vous vous êtes dit quoi? C'est l'homme de ma vie? Oui, je me suis vraiment dit, c'est lui quoi. Vous l'aviez vu à la télé? Oui, ma maman le regardait souvent. Et c'est grâce à ma maman que j'ai pu... Elle regardait Fort Boyard, votre maman? Oui. Ça alors? Oui. C'est l'inverse d'habitude, non? Bah oui, mais là, c'était elle qui... Et donc, vous étiez allé le voir parce que c'était lui? Oui. Parce que c'était Fort Boyard? C'était parce maman, que c'était Passe-Muraille qui voulait aller le voir. Ouais. Et comme c'était le jour de son anniversaire, j'ai pas pu lui refuser. Et j'ai dit, bon, bah, j'y vais. Et puis, bah, j'ai bien fait d'y aller. Est-ce que sa petite taille a été un obstacle de votre côté? Non, pas du tout. Non. Non, non. Et votre maman, comment a-t-elle réagi quand vous lui avez dit que vous aviez eu un coup de foudre? Oui. Ah oui, je lui ai tout de suite dit. Et ça lui a fait plaisir? Oui, très très plaisir. Et justement, ça lui a fait encore plus plaisir quand elle a su que, il avait fait le premier geste et qu'il est venu vers moi en me donnant cette adresse. Est-ce que vous pensez que s'il n'était pas passé à la télé, ça lui aurait fait plaisir à votre mère? Oui, aussi. C'est pas un problème? Non, c'est pas un problème du tout. C'est pas ça qui a fait que... Très bien. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous, de sa célébrité? C'était très dur au départ, parce que au niveau de ma jalousie, c'est difficile. Vous êtes jalouse? Oui, très. Et il y a beaucoup de filles, alors, qui s'intéressent à lui? Oui. Vous le confirmez? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Très attention. Bon. Et c'est pas trop pénible, sa jalousie, à gérer? Ça l'a été. Ça nous a séparés. Ah oui? Mais ça nous a renforcés pour se dire, voilà, moi, je vais arrêter d'être un séducteur. Et je vais vraiment... Parce que je suis un grand séducteur. Parce que vous avouez quand même avoir fauté.
Voilà, j'étais un grand séducteur. Donc j'ai dit, je vais me calmer parce que voilà, je savais que c'était elle que je voulais. Donc on s'est séparés 3 mois. 3 mois. Je la surveillais pendant 3 mois parce que je ne savais pas pourquoi Moi je m'étais aussi. séparé d'elle. Et puis au bout de 3 mois, on s'est re-rencontrés. Puis bah, voilà. Qui est revenu vers l'autre? Plutôt toi. Ouais, c'est plutôt moi qui est revenu. Heureusement. Encore à cause de sa maman. Vous avez fait confiance la seconde fois? Oui, oui. Attention, hein. Alors, est-ce que vous avez des projets tous les deux? Oui. Oui. Vous avez envie d'avoir des enfants? Ouais, d'ici 2-3 ans, avoir un enfant. Et puis après, ben, on va se marier. Après avoir l'enfant ou Oui, avant? après. Après, oui. Faites les choses dans le désordre, vous? Oui. Bon. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite d'être heureux. Merci. Vous viendrez nous raconter sur le plateau de l'Histoire continue. Nous ferons en tout cas avec attention tous vos projets et on espère vous revoir très bientôt pour que vous nous racontiez la suite. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à Frédéric. Comme nous le prouvent encore nos invités, nous apprenons tous à composer avec nos différences, mais aussi avec nos failles pour nous rapprocher au plus près de l'idée que nous nous faisons du bonheur. Dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue, je vous propose de reprendre des nouvelles de Sylvie, qui après des années de doute a enfin réussi à faire la paix avec elle-même et avec son histoire familiale. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis ravie de faire votre connaissance. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 5 octobre 2009 sur un thème particulièrement sensible. Orphelins, quels adultes sont-ils devenus? Pourquoi était-il si important pour vous de venir parler de vos parents à l'époque? Déjà pour dire que je ne suis pas née sous X, qu'ils ont bien existé et que je voulais laisser une trace de leur existence, même si ça a duré que 27 ans, tous les deux. Quel âge aviez-vous à l'époque de leur décès? J'avais 6 mois. Voilà, je les ai perdus dans un accident de voiture. Vous avez été la seule rescapée? Oui. Après leur disparition, vous avez été élevée par votre oncle et votre tante, qui vous considéraient comme leur fille. Dans quelles circonstances avez-vous appris qu'ils n'étaient pas vos parents biologiques? Vers l'âge de 8 ans, ils ont commencé à m'expliquer qu'ils étaient mon oncle et ma tante. Donc ils m'ont élevée jusqu'à l'âge de ma majorité, quoi. Vous leur posiez des questions sur vos parents? Souvent, oui. Ils y répondaient? Oui, à chaque fois, ils y répondaient, mais voilà. Quoi? Difficilement? Ils me disaient, on est là pour t'élever, donc... C'est-à-dire, ça leur pesait de répondre à vos questions concernant vos parents? Oui, parce que moi, je posais des questions en permanence. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils aimaient manger, comment leur voix, leur attitude. Et ça leur pesait pourquoi? Parce qu'ils voulaient que vous les considériez comme vos parents? Oui, aussi, oui. Mais moi, je voyais bien une différence, donc je voulais tout le temps des réponses. Alors, auprès de qui vous les aviez, les réponses à vos questions? Souvent, c'était ma grand-mère maternelle, le plus souvent. Et puis mes oncles et tantes, c'est-à-dire les enfants de ma grand-mère aussi. À quel moment clé de votre vie avez-vous ressenti encore plus fortement l'absence de vos parents? Déjà mon mariage, et puis la naissance de mes enfants aussi. Mes 3 enfants. Oui, c'est des moments qu'on aimerait partager. Oui. Avec sa maman notamment, quand on est une femme. Oui. Avec quel mot décririez-vous la femme que vous étiez lors de votre premier passage dans l'émission? Alors je me suis trouvée vraiment comme une femme enfant, très angoissée. Puis de façon d'annoncer l'existence de mes parents, enfin, je suis là pour prouver que vous n'avez pas existé pour rien, quoi. Je suis bien là en chair et en os pour dire que voilà, vous m'avez faite et je suis là pour le dire à la France entière. Alors c'était il y a 4 ans, vous étiez une femme en recherche de son identité personnelle. Derrière l'adulte se cachait encore l'enfant, affecté par la perte de ses parents qu'elle n'avait pas connus. Alors où en êtes-vous aujourd'hui? Quelle nouvelle direction avez-vous donné à votre vie? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite en images.
Mes parents adoptifs m'ont toujours dit « on t'aime comme notre propre fille ». Mais j'avais aucun repère. À l'âge de 6 mois, Sylvie avait perdu ses parents dans un accident de voiture. Une histoire tragique qu'elle avait eu du mal à s'approprier. C'était une histoire, juste comme si c'était une histoire racontée. Vous étiez élevée par qui alors? Par mon oncle et ma tante. J'ai commencé à comprendre les choses parce qu'autour de moi, on me disait « ah, c'est la pauvre petite fille que tu as élevée ». Voilà, et puis moi, je les ai toujours vus en photo, mes parents. Puis de toute façon... Donc vous aviez l'information alors? Oui, on me l'a toujours dit, mais jusqu'à l'âge de 8 ans, ouais. C'était du virtuel pour moi. Pour se construire, Sylvie ressentait un besoin irrépressible d'en connaître davantage sur ses parents. Je les recherche tout le temps par rapport à ces questions en permanence. Lesquelles? Qu'est-ce qu'ils aimaient manger, comment ils aimaient s'habiller, est-ce qu'ils aimaient sortir, est-ce qu'ils aimaient voyager. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Ce qui est important, c'est de vivre à travers mes parents, de leur rendre hommage. Rendre hommage à vos parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que ça représente pour vous? D'avoir eu des enfants, c'est vrai que j'ai pensé d'avoir fait des enfants. Pour moi, c'était un peu la réincarnation de mes parents et au moins, c'est palpable pour moi. Je les recherche en permanence. Ça devient de pire en pire. Vous êtes une grande femme déjà, si j'ose dire. Oui, une grande femme enfant, oui, on va dire ça comme ça. Et ça devient de pire en pire. Oui, parce que je les recherche de plus en plus. Je propose d'échanger nos places, si vous voulez bien. Oui. Quand même face à face avec notre expert, avec Yvonne, parce qu'il faut dénouer. Vous voulez continuer à vivre à travers vos parents, mais surtout achever un destin qui est resté inachevé. Ça m'apaise de toute façon. Oui. De le faire, ça m'apaise. Je suis toujours en quête de mes parents et jusqu'à la fin de mes choix. Quatre ans après l'émission, Sylvie est devenue une autre femme. Il y a 4 ans, j'étais plus une femme-enfant qui était en recherche permanente de l'identité de ses parents. Ça devenait même obsessionnel, d'ailleurs. En ayant le courage de venir parler de son mal-être, Sylvie s'est confrontée à la réalité. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Yvonne. On m'avait jamais parlé comme ça. J'avais jamais entendu ces mots ou ces phrases-là. J'ai fait des choses comme eux, inconsciemment. Et Yvonne a mis des mots dessus. Mais alors qu'elle tentait de s'en sortir, Sylvie avait été confrontée à un autre drame, en février 2011. J'ai perdu mon mari d'un malaise cardiaque. Et évidemment, à ce moment-là, il faut se relever. Et comme il avait des entreprises, on m'a dit il va falloir être forte. Et à force d'ouvrir ses portes et d'y aller, c'est devenu presque naturel. Je me sens maintenant comme une guerrière avec une armure indestructible. Je suis devenue vraiment une adulte, à 100%. Après être sortie plus forte de cette épreuve, Sylvie s'est sentie le courage de faire exhumer ses parents pour les faire enterrer dans son village. Une épreuve qu'elle a vécue comme une délivrance. Ma famille avait peur pour moi que je fasse des cauchemars. Eh bien non. J'ai vu les os de mes parents. Et pour moi, c'était... Je me suis mis comme ça, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais ça m'a permis de tourner la page. Je ne suis plus en recherche, du tout. Et ça, c'est complètement fou. Patricia, une amie de Sylvie, et David, son fils, ont traversé avec elle les épreuves qui l'ont rendue plus forte. Elle était tellement dans son optique, chercher son identité. Elle voyait que ça, en fait. Elle voyait vraiment que ça. Après le décès de mon père, elle n'a pas eu le choix de s'occuper de choses qu'elle connaissait pas du tout. Elle a dû tout accomplir d'un seul coup et c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et je pense qu'il y a eu un élément déterminant, ça a été l'exhumation de ses parents qu'elle n'avait jamais vus en vrai. Donc de les voir, voilà, de voir les deux côte à côte. Voilà. Il y avait maman, papa, qui ont vraiment existé là. Je crois qu'elle a vraiment fait le deuil à ce moment-là.
Les proches de Sylvie l'ont vue peu à peu s'affirmer et devenir la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Elle cherche surtout maintenant à aller de l'avant, quoi. Et ça change tout. C'est notre seul repère maintenant, c'est notre mère. Donc, c'est pas plus mal qu'elle ait avancé comme ça. Au départ, elle était tout comme un petit oiseau blessé. Elle avait beaucoup de mal avec le contact, avec les gens. Hein. Et au fur et à mesure, je la vois plus à l'aise avec les gens. Je pense qu'elle est née. Elle est en train d'apparaître. Nous retrouvons Sylvie dans son petit village de Basse-Normandie, où elle vit avec son fils, David. Bon, je m'occupe de ça avant et puis après on mange. Ok. Depuis le décès de son mari, Sylvie est désormais le pilier de la famille. Un nouveau rôle grâce auquel elle a trouvé sa place et son identité. D'être capable de faire maintenant cette comptabilité, je me sens plus sûre de moi. C'est moi qui tiens les rênes, qui mène la barque, toute seule, comme une grande. Donc évidemment, j'embête un peu mon fils à lui dire « attention aux dépenses ». Je suis peut-être une maman qui est embêtante au quotidien, mais j'ai pas le choix. Bon, faut que je me dépêche, hein, parce que j'ai mon clown hôpital. Hein. Cet après-midi? Bah oui. Clown à l'hôpital. Après s'être longtemps cherchée, Sylvie s'épanouit dans cette activité. Elle rend visite aux malades et tente d'égayer leur journée. J'ai appris quelques chansons, là. J'espère que ça va leur plaire. Donner un petit peu de couleur dans leurs yeux. Chaque mois, Sylvie se rend donc à l'hôpital pour ses prestations. Un moment important pour elle. C'est son amie Patricia qui l'a initiée. Et aujourd'hui, elles forment un duo inséparable. Moi, je suis prête. Bonjour, madame. Bonjour, comment Alors vas-tu? Ah bon, ça va? Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va faire quelque chose, hein, c'est clair. Après tant d'années, Sylvie se livre aux autres avec générosité et sincérité. Mais surtout, elle vit enfin pour elle-même. Il est entré dans mon cœur et ça me fait quelque chose. La 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 la. Ouais. Sylvie, vous avez beaucoup réagi pendant le reportage, en riant beaucoup. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Sylvie d'avant, je la reconnais pas du tout, hein, mais plus du tout. Hein. Pourquoi? Elle pouvait même être laide. Je me trouve encore plus belle en étant laide. Vous vous trouvez encore plus belle aujourd'hui? J'ai vu que j'ai pris un coup de vieux. Hein. Pourquoi vous ne vous reconnaissez plus du tout? La blonde... Wow. Quoi? La blonde qui veut faire juste jolie, là, ça sert à rien. Oh là là. C'est-à-dire quoi aujourd'hui? Vous vous êtes affirmée, vous êtes plus je me sûre de sens- vous, vous êtes moins dans la futilité, dans les apparences? Ah oui, 100 fois plus humaine, là. Ça n'a plus rien à voir du tout, là. Ouais. Comment vous expliquez ce changement? Qui vous étiez à l'époque par rapport à aujourd'hui? J'étais la femme de mon mari qui restait tout le temps dans la protection, voilà, toujours la femme enfant. Hein. On avait peur qu'il lui arrive encore quelque chose. Oui, c'est ça, parce que vous Parce étiez... que j'ai eu aussi un cancer du sein en 2001, donc évidemment, mon mari, là, à partir de là, fallait plus qu'il m'arrive quoi que ce soit. C'était vraiment le pilier. Voilà. Donc vous étiez restée la petite fille orpheline, Voilà. protégée par votre mari. Et là, aujourd'hui, donc vous avez dû aller au bout de vous-même, quoi, quand même, pour faire face, pour affronter la disparition de votre mari. Vous diriez quoi aujourd'hui?
que vous n'en revenez pas de votre force intérieure? Est-ce que oui, vous l'auriez soupçonné, cette force-là? Non, du tout. Je ne savais pas du tout que j'avais une force qui s'est décuplée, mais alors indestructible. Est-ce que c'est l'émission qui a été un déclic pour vous? Un électrochoc surtout. Quoi? Yvonne, quand elle m'a parlé, elle m'a dit des mots que j'avais jamais entendus, donc ça a vraiment été un électrochoc. Par exemple? Que j'avais mangé mes parents quelque part et que je continuais ce qui n'avait pas fini sur cette terre. Donc là, j'ai compris que, après le décès de mon mari, voilà, je prends les rênes. Vous avez mangé vos parents, c'est-à-dire que vous avez intégré vos parents en vous et qui vous donnaient une force pour continuer d'avancer, c'est ça qu'elle vous a dit? Oui, parce que quand mon mari est décédé, j'ai voulu faire rapatrier les ossements de mes parents, puisque je ne les avais jamais vus. Là, au moins, pour moi, c'était du concret, c'était plus du virtuel. Et là, j'ai vraiment fait le deuil absolu. Donc là, j'ai passé à autre chose. Voilà. Comment vous vous sentiez une fois l'émission terminée, quand vous êtes sortie de notre plateau? Perdue, abattue. Encore des milliers de questions. Ouais. Soulagée? Aussi. Mais là, je ne m'en pose plus de questions. Je fais, j'avance. Quels ont été les témoignages que vous avez reçus après l'émission? Alors surtout les voisins, les amis, ils ont été très touchés de ce que j'ai pu dire et de mon comportement. Et c'est pas qu'ils me plaignaient, mais en même temps, ils étaient très touchés, quoi. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu changer à ce point sans la disparition de votre mari? Non, ça, je suis formelle. C'est-à-dire que là, il y a eu un moment où vous n'avez pas eu le choix, quoi. Oui. Il a fallu que vous preniez les rênes, comme vous avez dit. Là, il a fallu vraiment avancer, là. Est-ce que là, vous avez douté de vous et de vos capacités? Je me suis même pas posé la question. Fallait faire. Quand on n'a pas le choix, on avance. Voilà. Tout ce qui était gestion, c'était mon mari qui s'en occupait. Moi, j'avais la maison, les 3 enfants. Et d'ailleurs, maintenant, je suis mamie, que je garde aussi. Donc, je dois m'occuper de tout et je suis le pilier. Comme a dit mon fils, d'ailleurs, que je n'avais pas entendu. Très touché. Et très fier. Qu'est-ce que, justement, ils portent quel regard, vos enfants, sur vous et sur votre parcours? Ils ont une fierté de leur maman. C'est important pour vous de leur avoir montré cette image-là? Oui. Mais il faut le vivre pour le savoir. C'est quoi votre message aujourd'hui? Prendre les rênes, prendre les rêves et aller jusqu'au bout. Mais alors, si le parcours était à refaire, vous voyez les choses comment? Vous vous dites, j'aurais peut-être agi avant la disparition de mon mari, j'aurais peut-être... voilà. Je m'en suis un peu voulu d'ailleurs. Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que vous aviez besoin d'être rassurée, c'est ce que vous disiez? Oui. Alors, on peut voir dans le reportage que votre vie de clown a probablement aussi contribué à vous apporter un autre équilibre. Comment vous est venue cette idée-là? Mon père faisait du clown, mais bon, j'ai vu des photos de lui en clown, mais j'ai pas voulu m'identifier à lui. J'ai vraiment pris ça pour moi. D'ailleurs, le clown m'a sauvée. De quoi? M'a sauvée de tout, d'être vers les gens, de partager, voilà, je comprends maintenant leur souffrance, leur... Juste tourner vers les autres. Oui. Aller vers eux. Peut-être aussi de vous permettre de prendre un recul par rapport au quotidien, à la réalité. Vous êtes un clown gai ou un clown triste? Gai plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, il a besoin d'être triste pour être gai. C'est-à-dire? Pour moi, d'être triste à l'intérieur, c'est pouvoir plus donner. Encore plus donner. Et dès que je mets le nez,
je suis encore plus moi-même. Ça a changé, le fait d'être clown, votre rapport aux autres? Oui. Là, il n'y a plus de jugement. On est, simplement, on est. Il n'y a plus aucun jugement. Est-ce que vous êtes épanouie aujourd'hui dans votre vie de femme? Très. Je suis une femme entièrement épanouie. Entièrement, ça veut dire quoi? Que vous avez retrouvé l'amour? Peut-être. Quoi, vous n'en êtes pas sûre ou vous voulez pas le dire? Joker. Vous avez le droit de dire joker. Hein. Peut-être trop tôt. Je suis quelqu'un qui aime bien voir les choses, analyser les choses longtemps. On peut dire que vous êtes en paix avec vous-même? Oui, en paix et en sérénité avec moi-même. Alors, vous avez eu la force de donner un nouveau départ à votre vie. Nous en sommes ravis d'en avoir été le témoin. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à d'autres personnes qui ont, comme vous, vécu la douleur de perdre des parents, d'être orphelin et de devoir grandir malgré tout? Parce que dans votre cas, vous avez quand même été entouré d'amour et été élevé par des parents aimants. Et pourtant, on sent à quel point vous avez eu du mal à vous construire. Parce que le démarrage, il n'y avait pas d'équilibre, il y avait un manque de tout, de son identité. Mais après, il y a une force terrible en soi où on se dit attendez, on est sur cette planète, on existe. Donc, il y a cette force qui se décuple, mais alors... Mais à quoi c'est dû cette force? D'où elle vient, d'après vous? L'envie de vivre. Envie de vivre le plus longtemps possible. C'est comme si vous vous étiez empêché de vivre pendant quelques années? Ou que vous n'étiez pas vraiment dans votre propre vie? C'est ce que vous a dit Yvonne, en fait. Oui, je pense que je n'étais pas entièrement moi-même. Hein. Vous étiez la petite fille orpheline? Oui. Ou la femme de votre mari, mais voilà. Peut-être pas vous-même. Voilà. Une réaction peut-être de Frédéric à ce parcours? C'est ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment née. D'ailleurs, votre amie l'a très bien dit dans le reportage. Vous étiez tellement tournée sur votre souffrance et sur là d'où vous veniez que vous étiez vers l'intérieur. Alors qu'aujourd'hui, on voit vraiment que vous êtes tournée vers l'extérieur. Donc, vous êtes ouverte à la vie. Vous ne pouviez pas vraiment vivre pleinement. Avant d'avoir fait cette exhumation aussi, de constater à la fois que vos parents avaient été vivants et qu'ils étaient vraiment morts. Donc là, vous avez pu vous ouvrir à la vie. C'est un parcours exemplaire dans ce sens-là. Et c'est vrai que le fait d'être clown, vous n'êtes plus dans l'apparence. Parce que vous avez porté un regard très jugeant sur la femme que vous étiez, la blonde, etc., donc qui était dans cette apparence pour se donner une consistance, une existence. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin du tout de ça. Parcours exemplaire qui renseignera probablement beaucoup de nos téléspectatrices. Merci d'être venue nous voir. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Bravo. Mamie. Mamie, vous avez combien de petits-enfants? Une petite fille. D'accord. Merci. On vous souhaite d'être heureuse. Vous viendrez nous parler du fiancé, si ça tient le coup, vous me direz. Merci d'être revenue en tout cas. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Et puis, un jour, on passe à autre chose. On ouvre nos paupières closes un matin. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça va. J'y allais tous les jours juste pour le principe. Dans le regard des gens, on me montre chaque jour que j'ai pas ma place ici. Ils ont été au centre d'une rumeur. Dans ce village, un fantasme était né. On me soupçonnait d'être à l'origine de cambriolage. J'ai eu une rumeur comme quoi j'étais une fille facile, même un peu plus que facile. J'allumais mon téléphone le matin et j'avais 10 messages insultants sur mon répondeur. Leur réputation a été salie. Plus de sourire, plus de bonjour, rien quoi. J'ai pas eu la force de me défendre. On me dit que je suis une romano, on me fuit tout simplement.
J'ai dû me débarrasser de ma maison, arrêter mon activité. Plus personne ne venait chez moi. Mais comment passer outre ces commérages et garder la tête haute? Grâce à mes enfants, j'ai trouvé un équilibre et puis la joie de vivre. Some people live